Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Comme promis ce matin, on va changer un petit peu par rapport à nos habitudes, tout simplement parce que j'en ai un petit peu marre de vous rabâcher tous les jours la même chose, à savoir qu'il faut toujours attendre que les US veuillent bien montrer un signe de recherche de valeur et non pas d'arrachage haussier permanent, avant de pouvoir reprendre des processus spéculatifs. Donc mettre fin un peu à cette légère à ce stade-là, on peut même plus dire ça, mais à ces distorsions de marché assez fortes que nous retrouvons dans des contextes qui ne sont donc pas soutenus par la macroéconomie, et c'est là où ça pose problème. Voilà, si c'était soutenu, à la limite, on pourrait comprendre. Là, on est vraiment en train d'anticiper des choses assez dangereuses. Donc on va parler de ça ce matin. Des différents. Moi, comme toujours, j'essaie d'identifier ce qui influe sur les marchés, sans jamais chercher à comprendre. On est bien d'accord. Je ne dis pas que j'ai trouvé la formule magique. J'essaie juste de voir quels sont les processus qui peuvent être à l'œuvre des différentes évolutions du marché ou différents contextes dans lesquels on peut être. Pour toujours, voilà, l'essentiel, c'est de contextualiser ce dans quoi vous travaillez. Parce qu'évidemment, plus vous avez une bonne perception de ce fameux contexte, meilleure sera votre rentabilité dans ce marché-là. Aujourd'hui, on va donc parler d'un thème que je voulais aborder depuis un bon moment, mais je comptais le garder plus tard pour les émissions psychologiques. Et évidemment, donc, quand je vois le news flow de Tesla hier, je ne peux m'empêcher de vous la faire aujourd'hui. Donc on va parler, et je vais essayer de structurer cette émission d'ailleurs, c'est-à-dire que je vais faire comme on ferait par exemple à un oral au bac, on utilise un bon vieux plan, et je vais donc essayer de dresser un plan cette fois pour essayer de me limiter déjà à structurer le truc, et puis essayer de ne pas passer 2 heures en s'éternisant sur des points spécifiques. Donc on va essayer de faire un truc d'1 heure maxi, évidemment comme toujours avec une astérisque, là je parle avant même d'enregistrer, rien n'a été préparé, donc c'est improvisé, mais on va essayer de structurer. On va parler donc des manipulations de timing de marché et des possibles changements structurels globaux, macro du marché, c'est-à-dire sur des tendances long terme, puisque moi je perçois donc des schémas que j'ai l'habitude de repérer, qui sont des schémas, donc des cycles, des contextes généraux, qui peuvent s'appliquer en fait à tout. C'est-à-dire que honnêtement, franchement, les structures que j'utilise en marché boursier, je les retrouve partout, dans la psychologie humaine majoritairement, dans certains schémas naturels, mais là où justement on va arriver à certaines conclusions aujourd'hui, le danger auquel on doit faire face aujourd'hui, qui est encore une fois un risque qu'il faut gérer, mais attention à ne pas jouer Nostradamus et penser que comme il y a un risque, il va forcément se produire, on prendra des exemples là-dessus. Et donc on parlera de ça, du danger réel aujourd'hui de construire une économie, de construire un marché qui soit à l'échelle de la psychologie humaine et de ses dérives, et non pas donc un marché qui a pour but de faire circuler l'argent dans une économie de manière rationnelle et froide, comme c'était un peu le cas avant. Alors il y a toujours eu des dérives de marché, qu'on soit bien d'accord, qui sont induites justement par les psychologies humaines. Mais aujourd'hui, on rentre dans un schéma qui me semble quand même assez dangereux et qu'on va essayer de décrypter. Donc la première étape, ça va être de dire, on va partir des constats. Donc les changements structurels, pardon, les schémas structurels de marché, l'évolution entre guillemets du marché de manière plus ou moins à long terme, quels étaient les acteurs à l'époque de marché, quels sont les acteurs de marché aujourd'hui, quels sont les objectifs, quels sont les résultats qu'on obtient sur les mouvements de prix. Donc ça c'est un peu ce qu'on va faire au début, c'est un peu le constat du problème, on va dire un peu les symptômes, quoi. Voilà. On va analyser les symptômes, on va essayer de trouver des causes, et parmi ces causes, on va donc trouver, on va avancer, d'accord. Là, je vous donne juste le plan à l'heure où on en est là. Donc le constat du problème, c'est de dire, voilà, pas compta, le constat. Hop. C'est vrai qu'un jour, il faudrait que je pense quand même. Donc on va dire, c'est un peu comme mon paperboard ici, et je vais essayer donc de faire mon cours ici. Donc le constat du problème, c'est ça. Aujourd'hui, on est sur des changements de marché à l'échelle globale, c'est-à-dire des pricing sur les indices qui changent. Quelles sont les choses qui ont changé, des choses suffisamment importantes et impactantes pour changer? Voilà, on a pris aujourd'hui une prise de contrôle des banques centrales, c'est-à-dire que des investisseurs, enfin la gestion monétaire
qui était avant réservé aux États, est aujourd'hui réservé à des super-États qui servent en fait à réguler la finance. Donc le régulateur financier a changé, la structure de régulation financière a changé au cours des dernières années, et on voit que ce processus suit malheureusement le bon vieux schéma parabolique, c'est-à-dire que ce schéma-là, il est en place depuis longtemps, hein, c'est-à-dire que on a testé déjà les systèmes hyperinflationnistes, on a vu que ça produisait des effets magiques au début, et évidemment, on connaît les causes, on connaît on connaît la cause immédiate, la réaction immédiate qui est donc effectivement une amélioration très rapide des niveaux de vie, en tout cas de la perception des niveaux de vie par le consommateur final, et puis arrive malheureusement le problème de la parabolisation qui consiste à dire que comme vous dopez la croissance par de l'inflation et que au bout d'un moment la croissance doit continuer mais que l'inflation doit rester maîtrisée, il arrive un moment où ce système implose littéralement de l'intérieur et on obtient une déflation colossale qui crée des choses absolument atroces. Dans les exemples comme ça, on a dans ce schéma-là, du coup, effectivement, la crise de 1929 aux États-Unis est un peu basée sur ça, et sur les changements de modèles sociaux par rapport au rapport de marché qu'on reconnaît exactement aujourd'hui. Donc, j'ai pas dit qu'on allait avoir 1929, mais j'ai dit que, pour l'instant, le contexte passé dans lequel on se situe et on essaie d'ancrer, enfin, dans la base dans laquelle on est aujourd'hui, est en train de commencer à s'ancrer assez dangereusement dans les schémas de 1929. On va aller un peu plus loin, hein, d'accord ? Donc, à l'époque, il y avait déjà aussi des changements dans la structure de marché, puisque à l'époque, on avait donc des gens qui, à la sortie de la guerre, d'accord, donc la guerre de 14-18, devaient reconstruire, d'accord, donc tous les schémas que vous connaissez, donc on était vraiment après-guerre et tout ça, et le principe était qu'on avait donc une fracture sociale assez importante à l'époque aussi, et ils en sont arrivés à un moment donné au stade où en fait, pour accéder à la richesse, il fallait absolument, du coup, détenir des actions. Voilà, c'était devenu le truc de fou en 1929. Donc ça s'était construit avant. On va aller... voilà, on va prendre un graphique long terme du S&P 500, d'accord. Alors là, bon, pour l'instant, donc je l'ai mis en normal, non ajusté à l'inflation. On va utiliser ces ajustements après. Là, c'est juste pour vous montrer la structure. Donc, à la suite, évidemment, de la crise de 1929, c'est construit une destruction de valeur absolument énorme. C'est-à-dire qu'à valeur constante, hors justement déflation, on était passé de 31 jusqu'à 4. Je vous laisse imaginer le truc. Normalement, vous êtes habitué à ce genre de truc. Dans l'autre sens, vous êtes beaucoup plus habitué à ce que le prix des actions passe de 4 pour aller à 31. Hein, ça, c'est le schéma qu'on connaît, donc un petit peu plus normal, un petit peu plus logique par rapport à nos histoires. Donc, à l'époque, il y a ça, l'hyperfinanciarisation de l'économie, qui revient à dire que tout le monde doit participer à ce magnifique manège boursier. Et c'était exactement ça, hein, c'est-à-dire qu'à l'époque, en 1929, si vous lisez des bouquins qui relatent de cette histoire-là, de cette période-là, c'est complètement fou, puisque vous avez donc une ultra-spécularisation du marché, qui revenait à dire que effectivement le seul moyen à l'époque perçu par les citoyens de New York, c'était très spécifique en plus, c'était vraiment une petite bulle, un petit marché de niche. On va parler des niches après justement, parce que je pense qu'on est dans un contexte aujourd'hui de niche boursière exactement similaire. En tout cas, le processus est exactement ou très très proche de ce qu'on connaissait donc à l'époque en 1929. Donc cette hyperfinanciarisation d'une pseudo-élite, hein, c'est-à-dire qu'évidemment ça ne concernait pas tout le monde, mais ça concernait tous les gens qui avaient un petit peu de capital. Et ça s'est fait donc dans un processus parabolique, c'est-à-dire que dans ce schéma-là, d'accord, au début, seule une petite élite financière bénéficie de la manne boursière, c'est-à-dire que la hausse des valorisations boursières bénéficie à très peu de gens. Le système classique, hein, qui permet donc en fait de redistribuer la richesse en gardant toujours les mêmes inégalités. Et puis arrive le moment où ce schéma s'accélère, c'est-à-dire les inégalités s'accélèrent. Et du coup, la crispation est beaucoup plus forte de la classe sociale supérieure sur la classe sociale inférieure. La bonne vieille lutte des classes, vous connaissez un peu le délire, c'est pas la conclusion à laquelle je veux arriver. C'est de dire que cette pression, effectivement, elle arrive et elle force les classes moyennes, c'est-à-dire les gens qui ont un peu d'argent, à une radicalisation,
C'est un processus, je pense, psychologique assez simple à comprendre, qui vient à dire, comme on met une pression sur les milieux, sur le juste milieu pour qu'il se radicalise, c'est-à-dire qu'on lui fait comprendre que sa situation va changer, soit pour le meilleur, soit pour le pire, et que, évidemment, comme toujours, l'être humain pense qu'il est maître de son destin, et que donc il revient à cette propre personne, étant partie de la classe moyenne, de définir son destin, soit pour finir comme un pauvre en subissant, soit en accédant à la richesse. Et il arrive donc ce qu'on appelle cette étape d'hyperfinanciarisation de la classe moyenne, qui disparaît au fur et à mesure et qui se scinde donc avec deux objectifs, s'extraire le plus possible du risque d'accéder à la pauvreté. Dans le PDF, je vous parle aussi de ce truc, où je vous dis, c'est important de comprendre ça, qu'à la base, au final, la psychologie est toujours à la source des problèmes, et aussi des solutions. Hein, mais c'est clairement de dire, ça fait partie de l'être humain, et en psychologie, on sait qu'il n'y a rien de pire que l'incertitude pour augmenter le niveau de stress et la perception de ce stress par l'être humain. Donc là, il n'y a rien de pire pour une classe moyenne qui bénéficie donc d'un confort de vie suffisant, qui est donc dans la moyenne, va se sentir d'une pression forte de risque de perdre son confort. Et alors ça, c'est le deuxième source de stress la plus forte et la source de stress irrationnel chez l'être humain, la peur de perdre ses acquis, et notamment son bon vieux confort. Donc ça, évidemment, c'est de la psychologie, on connaît très bien ces mécanismes, certains les utilisent, hein, c'est le bon vieux mécanisme de la prison dorée, hein, qui revient à dire, tant qu'on garde et qu'on maintient un peu de confort chez les gens, ils feront tout pour le maintenir, et voilà. Et le risque, c'est donc, je vous dis, de radicaliser au point où tout le monde a perdu son confort en bas, et je vous dis, ça arrive à couper des têtes, donc ça c'est les révolutions populaires, donc c'est une des fins potentielles de ces schémas d'hyper-radicalisation. Le deuxième, c'est quand au final, justement, c'est l'élite elle-même, enfin ce qu'on appelle l'élite, hein, c'est un peu un mot que je n'aime pas trop utiliser, vu qu'aujourd'hui il est surtout repris dans des thématiques politiques. Mais donc voilà, cette fameuse élite peut aussi s'auto-flageller, entre guillemets, c'est-à-dire que quand elle joue ce jeu-là de hyper spéculation, on voit comment ça finit. Ça finit comme 1929, c'est-à-dire que là, riches et pauvres, on détruit tout, et c'est pas nécessairement... ce schéma parabolique se termine de deux façons. On a vu les causes, c'est donc la radicalisation des classes moyennes, qui est un des symptômes les plus évidents à voir, qui les pousse à prendre des décisions un peu irrationnelles par rapport à des stress, à des sources de stress irrationnelles, qui sont donc l'incertitude et la peur de perdre un statut social qu'ils avaient durement acquis à la force de leur travail. Et aujourd'hui, vous voyez bien qu'on est dans ce contexte-là. Hein. La radicalisation des classes moyennes, c'est pas qu'un problème français, c'est un problème mondial, surtout un problème, on va dire, du côté occidental du monde. On est dans un autre schéma en Chine, mais ce même schéma, je dirais que la Chine, elle a vécu le schéma d'occidentalisation, entre guillemets, ce schéma on pourrait appeler ça presque la capitalisation, en fait, puisque c'est un peu ce schéma-là, d'arrivée et d'avènement du capitalisme dans un système anciennement totalement différent. Et ça a produit les mêmes effets. Voilà, dans une ville chinoise, vous avez retrouvé ces croissances complètement paraboliques. Vous avez eu la création d'une classe moyenne qui, aujourd'hui, est mise sous pression. Voilà. Et évidemment, une classe populaire qui, elle, n'a pratiquement pas profité de tout ça, ou très peu. Elle a profité, on va dire, de la croissance rémanente. C'est-à-dire que dans les 10% de croissance de la Chine, très peu de personnes en profitaient. Le reste de la population se partageait quelques petits pourcentages de croissance. Mais globalement, comme tout le monde progresse, on ne se pose pas de questions. Comme la Chine aujourd'hui commence à être sous pression, effectivement, cette même pression de la classe moyenne, vous la ressentirez chez un Chinois, c'est assez dingue. Moi, j'étais allé en Chine en 2008, je crois. Et j'ai toujours des amis en Chine, des amis français qui vivent en Chine. Et quand je leur parle de tout ça, ils me disent « oui, c'est vrai, oui, c'est clair. » Mais on n'en est pas à des stades encore radicaux. C'est-à-dire que là-bas, on n'est pas encore au moment où c'est proche de l'implosion. C'est très difficile de trouver ce niveau-là, mais on voit déjà de toute façon sur la partie financière, je vous dis, le marché boursier, c'est la représentation des gens qui le composent. Donc on voit bien qu'il y a eu un changement radical dans la structure de marché. On va y revenir sur les marchés chinois.
Voilà, c'est-à-dire que là, on voit bien que la structure du marché chinois, depuis les années 2000, c'est effectivement l'avènement du capitalisme à la chinoise. Et ce qu'on voit, c'est que eux, justement, regardez la destruction de valeur complètement folle qu'il y a eu et qui a suivi derrière. Hein, voilà. Donc ça, c'est hyperinflation, grosse déflation, et puis derrière, volatilité à l'extrême. Donc ça, c'est le capitalisme chinois, la volatilité à l'extrême. C'est dangereux, hein, puisque ça, effectivement, ça détruit des processus productifs, parce que ça, c'est de la pure spéculation. L'économie, elle n'est pas conçue pour suivre un tel schéma. C'est-à-dire que l'économie, c'est ce qui fait circuler l'argent. L'argent doit circuler, il doit circuler bien, il doit circuler correctement, il ne doit pas circuler à grands coups de portes de placard qu'on ouvre et qu'on ferme le plus vite possible. Ça, il faut faire très attention à ça. Ça, justement, ce sont des dérives spéculatives extrêmement dangereuses. Et ça, c'est un autre constat qu'on peut faire. C'est voilà ce qui arrive quand on hyper-financiarise un système à l'échelle actuelle. C'est-à-dire qu'en fait, en 1929, on avait une structure où effectivement peu de personnes étaient bénéficiaires de la niche boursière, et puis la niche s'est globalisée. D'accord ? Donc là, on va passer à la deuxième étape. On va revenir sur le S&P 500. D'accord, les causes, et donc la conséquence. Oula. Bon, tant pis, on va s'en mettre pour les actions. C'est la création de niches. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un marché de niche ? C'est pas nécessairement le marché. Un marché, ça veut dire, c'est plein de choses. Hein, voilà. Donc, dans ce qu'on appelle un marché de niche, donc un contexte de niche, ça suit toujours le même schéma. Donc, qu'est-ce qu'une niche ? On va la définir, d'accord ? On va juste essayer. Là, j'essaie de faire des trucs. Ok, donc, qu'est-ce qu'une niche ? C'est d'abord un marché qui génère des marges colossales, d'accord ? C'est-à-dire la première étape de formation, parce que en fait, il y a plusieurs étapes. Voilà. Pour arriver à la formation d'un marché de niche, il faut donc des marges colossales. Dégagement de valeur. Voilà. On ne va pas appeler ça des marges, on va dire des gains colossaux du coup. Hop. D'accord. Il faut peu d'acteurs qui dominent le marché. D'accord ? C'est ceux qui sont implantés, qui profitent de ce système avant la formation de la niche. D'accord ? Donc ça produit beaucoup de gains, peu d'acteurs se partagent ces gains, donc il y a un accès à la richesse très rapide. D'accord ? Et ça crée effectivement la troisième étape, c'est-à-dire que des gens gagnant beaucoup d'argent, au début, ferment bien leur gueule pour évidemment conserver leur petit monopole. Ce sont des structures, c'est pas des structures de monopole, mais c'est des structures, on va dire, de branlette cérébrale qui consistent à dire on a créé un truc nouveau, on est les seuls à être capables de le faire, et du coup, l'hyper-rémunération, les marges colossales qu'on dégage à partir de ce travail sont dues. Non, parce qu'au bout d'un moment, quand tu génères des marges de dingue, eh ben, il arrive un truc qui est simple, c'est l'arrivée de la concurrence. D'accord ? C'est-à-dire que la concurrence arrive par le fait d'avoir généré des profits rapides, de générer des profits perçus comme étant à faible risque, et ça, nécessairement, le gain attire les vautours, les gens qui vont être prêts à venir et à faire comme toi pour moins cher. Donc, tu vas commencer à perdre tes marges, c'est là que le marché de niche commence à se former. C'est-à-dire que la niche revient à dire, tout le monde va parler de ce truc-là, c'est-à-dire le truc qui avant consistait à très peu d'opérateurs qui se partageaient beaucoup de gains, aujourd'hui, il y a beaucoup d'opérateurs qui se partagent des gains marginalement supérieurs. La marge de gain augmente quand même, puisqu'il y a toujours l'évolution technique derrière qui permet d'augmenter la productivité, mais comme il y a de plus en plus d'acteurs qui doivent se partager une manne qui augmente proportionnellement moins vite, eh bien effectivement, on a ce même phénomène de radicalisation qu'on entendait tout à l'heure. C'est-à-dire que derrière, dans la niche, tout le monde veut être plus efficace que le copain, et ce qui fait que la concurrence ne devient plus loyale et bénéfique, mais complètement déloyale, et effectivement, il y a une sélection naturelle qui va s'opérer ensuite. L'arrivée de la concurrence, d'accord ? La radicalisation. Tout simplement parce qu'on veut tous être plus riches, hein, on est bien d'accord, et certaines personnes sont prêtes à faire certaines choses, d'autres personnes ne sont pas prêtes à faire les mêmes choses, et il va y avoir donc, de cette radicalisation,
Si vous voulez, la stabilité du système ne peut être garantie que s'il n'évolue pas. Le système évoluant va créer des instabilités qui peuvent être maîtrisées, d'accord, ou devenir complètement hors de contrôle dans des systèmes paraboliques. C'est exactement là le danger. Une niche, si la concurrence arrive de manière construite, c'est-à-dire de manière régulière, ça va être ce qu'on appelle une concurrence saine. Si la concurrence arrive de façon complètement parabolique, c'est-à-dire on partait de 5, 6, 7 acteurs dans la niche au début, pour finir à plusieurs milliers, je prends l'exemple des crypto-devises, voilà, l'arrivée parabolique d'une concurrence fait que tout simplement la niche est exploitée à fond et elle implose. C'est-à-dire qu'une niche, ça peut tout à fait survivre. Et dans ce cas-là, quand la niche survit, on va en revenir après, donc cette radicalisation, elle est d'autant plus brutale que la niche est grande et que son système de son système de constitution a été parabolique. La parabolisation, de toute façon, ça a créé des dangers partout. C'est un schéma qui n'est absolument pas naturel. La vie n'est pas parabolique, mais par contre, l'humain, lui, a une faculté assez impressionnante à paraboliser tout et n'importe quoi. Et évidemment, viendra un jour la grande question de se poser, est-ce que la nature et le monde qui nous entoure sera capable de supporter nos conneries paraboliques et jusqu'où, c'est la grande question. Donc la radicalisation, et donc vient l'étape finale, la sélection naturelle. Alors, bon, j'appelle ça comme ça, mais c'est un peu un processus que, de toute façon, on va générer et on va voir. Donc la sélection naturelle, ça revient à dire qu'au bout d'un moment, la radicalisation va forcer à une sélection. Trop d'acteurs se partageant un marché fait que le marché va de toute façon réduire. C'est-à-dire, comme on disait, la pression augmente, la pression pour maintenir ses gains et qui va se faire et va s'opérer des choix complètement irrationnels, d'accord, puisqu'elle résulte d'un stress irrationnel. C'est-à-dire que, comme on part du constat que ceux qui font partie de ce marché, d'accord, qui le composent et qui arrivent donc à générer des gains à partir de ces sources de revenus, vont voir de plus en plus d'acteurs arriver et vont ressentir, très naturellement, mais de manière irrationnelle, le stress de la peur de perdre son statut personnel, qui revient donc à dire que un stress génère une réponse émotionnelle. La plupart du temps, le stress est la cause de réponse émotionnelle irrationnelle et inappropriée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si vous êtes dans cette niche, il n'y a qu'une seule chose en fait qui garantit votre survie de manière intelligente et logique, c'est de continuer à être innovant. C'est plus dur de l'être, mais il faut simplement se focaliser sur l'innovation. Et vous avez malheureusement des processus psychologiques beaucoup plus confortables et évidemment beaucoup plus stupides qui reviennent à dire, pour maintenir son niveau, il suffit de taper sur les voisins. C'est aussi simple que ça, et on va opérer la bonne vieille sélection naturelle par la force au marteau, qui revient à dire, il y a trop de concurrents, donc on va taper sur les concurrents, on va utiliser la concurrence déloyale pour tout simplement naturaliser, rediminuer le nombre d'acteurs dans ce marché par une sélection naturelle soit saine, soit malsaine, et on a tendance à comprendre qu'en général, c'est plutôt la façon malsaine, étant plus rapide et plus efficace, qui en général l'emporte. Quand d'autant plus on a affaire à des milieux financiers qui sont réputés pour pas spécialement faire de vieux os, et plutôt être là pour, s'il faut taper sur le voisin, j'hésiterai pas à le faire. Donc voilà, la sélection naturelle dans le milieu financier, elle se fait plutôt par le pire, qui revient à dire, c'est ceux qui sont prêts à faire les plus grosses saloperies qui vont récupérer les parts de marché de ceux qui sont moins sujets et qui ont un peu plus d'éthique dans leur approche de l'exploitation de la niche. On est bien d'accord là-dessus? Donc la sélection naturelle se fait qu'au final, en général, on obtient le résultat de la sélection naturelle, c'est une concentration, une nouvelle concentration du pouvoir sous formation de cartels. C'est-à-dire que là, derrière, ceux qui ont réussi à récupérer le gâteau, d'accord, qui ont réussi à éliminer cette concurrence extrêmement nombreuse par tout simplement un stress, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que la sélection naturelle, elle s'opère très généralement par une contraction de l'activité de la bulle. C'est-à-dire quand la productivité de cette bulle, le cash qui est généré par la globalité des acteurs diminue, la tension augmente, la radicalisation se fait encore plus vite, la sélection naturelle s'opère toute seule. Mais c'est généralement par rapport au stress et donc la baisse de rentabilité de la bulle qui fait que tout va s'effondrer et qu'en tout cas la sélection va s'opérer encore plus rapidement. Et donc concentration, c'est-à-dire derrière ceux qui avaient anticipé l'effondrement
et la radicalisation et la sélection naturelle de ce processus de niche vont récupérer les parts de marché de tous ceux qui vont mourir, tout simplement. Tous ceux qui ont pris trop de risques dans ce schéma de niche vont se faire baiser par la sélection naturelle. Et évidemment, les plus gros vont récupérer. Et que vont-ils tirer comme conclusion de tout ça après avoir subi ce processus? L'humain, stupide qu'il est, mais on est conçu comme ça, va ressentir toujours la même chose, ayant survécu à une bataille, vous anticipez déjà la suivante. Et vous vous dites, ça a été un calvaire de survivre à ça, je ne veux pas que ça se reproduise, et la plupart du temps, la psychologie de ces acteurs ayant eu recours à des procédés plus ou moins un petit peu éthiquement discutables, on va dire, pour survivre à la sélection naturelle, vous n'auront en général aucun mal à la concentration des pouvoirs sous forme de cartel. C'est-à-dire que ça reviendra. Alors le mot veut pas vraiment. Voilà, on n'est pas là en train de parler des cartels de la coke et compagnie, mais c'est un peu la même chose. Ça revient à dire que ce marché qui génère donc de nouveau du cash, beaucoup de cash, c'est reconcentré entre de nouveau quelques acteurs qui vont tout faire pour que les gains colossaux qu'ils prennent avant et qui sont de nouveau peu d'acteurs, ne vont pas de nouveau amener une concurrence immense par rapport aux gains. Donc cette fois, ils vont faire quoi? Ils vont s'organiser en cartel, c'est-à-dire qu'au lieu de faire comme avant, c'est-à-dire de se disputer le bout de pain à coup de grandes innovations, ils vont tout simplement fixer les prix du marché. Ils vont se concerter pour dire, ok, bon, la dernière fois, on ne se parlait pas, voilà ce qui nous est arrivé, maintenant, on va se parler et on va se mettre d'accord, parce que si on ne le fait pas, d'autres acteurs vont entrer dans le marché, créer de la concurrence, radicaliser, et on va recommencer un coup. Et évidemment, à ce stade-là, il revient plus simple de dire, ok, pour pas qu'on se fasse baiser, il est plus intéressant pour nous de s'entendre. Alors, c'est pas toujours facile de s'entendre quand on est concurrent, mais c'est ce qu'on appelle une concurrence déloyale, un marché faussé, avec des prix de marché qui sont manipulés par peu d'acteurs, qui ferment littéralement toute porte à l'arrivée de la concurrence. C'est tout simplement voilà, le marché du pétrole, les trucs comme ça. Si vous vouliez créer un petit truc dans le pétrole il y a quelques années, vous n'aviez aucune chance. Vous vouliez créer des énergies alternatives, mais aucune chance. Le lobby pétrolier était tout simplement là pour vous repérer, vous soumettre à coups de millions de dollars pour acheter vos brevets, acheter vos machins, et puis c'était au revoir, circuler, merci. Le cartel pétrolier domine, quoi qu'il arrive, la production énergétique dans le monde, et on est tellement riche qu'on fait ce qu'on veut. D'accord? C'est la concentration donc des cartels. Et aujourd'hui, moi, je vois cette structure en fait de création de cartels. Ça, c'est la conclusion de la création du cartel, à laquelle on risque d'arriver dans le système financier actuel, puisque donc on voit bien qu'aujourd'hui, d'accord, là, on a posé les bases. Là, on rentre dans l'application au marché. Et vous verrez, donc la manipulation de marché, je vais vous en parler après, elle arrive dans cette étape de radicalisation. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Donc là, en fait, pour moi, je pense qu'on est à l'étape de marché aujourd'hui, dans la phase de radicalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché boursier, tout comme dans ce contexte de 1929, est perçu comme le moyen le plus évident pour accéder à la richesse ou la maintenir. C'est-à-dire nos fameuses classes sociales moyennes qui sont en train de se faire démonter depuis déjà 10 ans, je vous dis, elles ressentent très clairement, en France comme ailleurs, ce besoin de maintenir le niveau de vie par rapport à la perception du risque colossal de se voir dégradé. Et je vous dis, il n'y a rien de pire pour quelqu'un qui a un peu de confort que de se le voir supprimé. Voilà, il n'y a rien de pire pour un riche que de devenir pauvre. Voilà. Il n'y a rien de mieux pour un pauvre que de devenir riche aussi, mais malheureusement, l'ascenseur social qu'on nous vend souvent, il est un peu pété depuis des années, c'est un peu un rêve, qui consiste à dire que généralement, effectivement, si tu nais d'une famille riche, tu as quand même plus de chances de mieux t'en sortir dans la vie que si tu nais en banlieue sans un sou de côté. Donc il faut bien comprendre que c'est l'ascenseur social américain, la méritocratie, c'est bien sur le papier, ça a peut-être fonctionné pendant les années 60 à 80, ça fonctionne beaucoup moins bien aujourd'hui et le rouage est le système est beaucoup moins fonctionnel aujourd'hui. On en est à cette étape-là. Donc radicalisation de gens qui veulent absolument maintenir ou améliorer leur niveau de vie, et ceux qui ont accédé à l'amélioration de leur niveau de vie le font de manière purement parabolique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
regardez les salaires, d'accord, des hauts dirigeants. Donc, normalement, ça ne devrait pas être publié, des trucs comme ça, tellement c'est infâme. Je veux dire, la seule chose que ça peut générer chez toute autre personne, c'est l'infamie. Voilà, c'est tout simplement quand on vous dit tel dirigeant a pris un parachute doré de 500 millions alors qu'il a fait perdre tant de millions à sa boîte et qu'il a licencié tant de personnes. Bah, vous dites, mais c'est complètement irrationnel et c'est même donc infâme. Voilà. Donc aujourd'hui, on en est là-dedans où donc cette fameuse élite, mais on va juste appeler ça les gens qui s'accaparaient ces gains colossaux, eux, ils ont des espoirs de gains toujours plus gros. C'est-à-dire qu'ils gagnent déjà des millions. Quand on gagne des millions, quand on gagne 1 million, on veut en gagner 10. Quand on gagne 10 millions, on veut en gagner 100. Ce fameux schéma parabolique de l'être humain. Plus on gagne, plus on veut gagner, mais on veut toujours gagner plus que ce qu'on gagnait avant. Et plus on franchit un pas, plus le pas suivant doit être grand. Vous partez d'un SMIC à 1005, enfin 1200. Vous vous dites, voilà, mon premier hausse de salaire, je vais passer à un SMIC plus 30%, c'est génial, je viens de passer les 1005, 1006, c'est cool. La prochaine fois que je me fais augmenter, d'accord, je suis passé de 1002 à 1006. La prochaine fois que je me fais augmenter, je vais pas prendre 400 balles de plus, je vais prendre 500. Voilà, donc je vais demander la prochaine fois de passer à 2100. La croissance, elle est là, mais la croissance doit augmenter. D'accord, vous augmentez pas par tranche de 400 euros. Pourtant, ça devrait logiquement fonctionner comme ça, mais non. Vous allez toujours demander plus. Quand vous avez augmenté les 500 la deuxième fois, la troisième fois que vous allez être augmenté au milieu de votre carrière, vous commencez à monter dans les échelons de votre boîte. Vous avez pris 400 plus 500, cette fois vous allez demander 700. Vous allez passer de 2100 et vous allez demander 2008, voire 3000. Et vous allez augmenter mécaniquement comme ça. De 3000, vous n'allez pas passer à 3007, vous allez demander 4005. De 4005, vous allez demander à passer à 9000. Et à chaque fois, votre hausse de salaire est parabolique. Elle suit un schéma de hausse complètement parabolisante. Quand vous gagnez 10 000, vous n'avez pas envie de gagner 12 000. Vous allez demander de passer à 15, 20 000. Et voilà. La multiplication, 20 000 demande 50 000, 50 000 demande 100 000, 100 000 demande 100 voilà. C'est complètement fou à ce niveau-là. Et on atteint aujourd'hui des niveaux complètement donc, irrationnels, pas en lien du tout avec l'économie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne peut gagner un salaire qui permet à la moitié d'un pays de vivre pendant un an. Ce qui est quand même complètement dingo. C'est-à-dire qu'un mec, en gros, détient la richesse d'un petit pays, mais la richesse d'un petit pays pour un an. C'est complètement dingue. Voilà. Donc les besoins d'une personne et les besoins de la population d'un pays sont quand même complètement déréglés. Donc là, la radicalisation, on est déjà dedans. On est clair, d'accord, la fracture sociale, elle est évidente. Il n'y a même pas besoin de polémiquer là-dessus. Elle est là. Gilets jaunes, ce ne sont que des symptômes visibles de ces radicalisations. Et quelle est l'étape suivante? C'est de dire, tout le monde dans cette niche continue d'arriver, forçant toujours plus de radicalisation. Moi, je vous le dis, je le vois direct. Alors, j'étais pas formateur en trading il y a quelques années, mais j'avais déjà une vision du milieu de la formation. Maintenant, c'est encore pire, parce que je vois même les dessous cachés du truc, et je vous raconte pas, c'est pas beau. Mais bon. Donc, on a bien une niche aujourd'hui dans la bourse, et pire que ça, on a une niche de la formation boursière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la formation boursière, c'est une niche qui suit exactement la même chose. Ça produit des gains, mais colossaux. C'est-à-dire que si vous saviez combien gagne un formateur, vous deviendriez formateur tout de suite. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plein de formateurs plus ou moins éthiques qui apparaissent sur le marché, comme je vous dis. Donc, peu d'acteurs qui dominaient à l'époque. Arrivée d'une concurrence massive, la formation en trading, aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines de mecs qui vous forment au trading en France, alors qu'il y a probablement pas plus d'une dizaine de mecs capables de le faire en France. Et encore, je suis franchement très gentil. Donc, l'arrivée d'une concurrence massive qui est complètement déloyale, qui frise l'arnaque pour certains, on ne va pas se leurrer, et évidemment amène aujourd'hui la radicalisation des discours des formateurs. Aujourd'hui, il faut former toujours plus de gens, avec des procédés plus ou moins concurrentiels, plus ou moins éthiques, comme je vous dis, mais le principe, c'est de former les gens. Les gens ont envie d'apprendre le métier de la spéculation aujourd'hui, et évidemment, ça crée un autre danger, parce que dans une niche encore plus grosse, d'accord, l'arrivée de tous ces gens qui veulent se former au trading, ça devrait vous faire comprendre une chose. On est dans la phase où on perçoit aujourd'hui que le marché est la seule solution pour gagner et accéder et maintenir sa richesse, ce qui est extrêmement dangereux, puisque du coup, ça fait quoi? Ça diminue les marges opérationnelles des opérateurs de marché historiques, qui ne sont pas peu nombreux, d'accord, mais dans le marché, il y a effectivement peu d'acteurs qui réussissent réellement à se partager les grosses parts du gâteau, les grosses banques d'affaires et les grosses banques d'investissement, qui se retrouvent aujourd'hui donc concurrencés par qui?
par des petits particuliers et des gens de classe moyenne qui veulent accéder à la richesse. Et ces gens-là, formés bien ou mal, moi je vous apprends toujours que quoi qu'il arrive, pour être réellement formé au métier de la finance et on va dire de la spéculation rationnelle, c'est-à-dire d'une prise de risque maîtrisée, mais basée sur de la spéculation, de toute façon, même un trader conventionnel, c'est-à-dire qui va prendre en compte là la macroéconomie et tout ça, un stock picker, un Warren Buffett, un investisseur en fait, voilà, pas un spéculateur pur, ces gens-là, ils ont un parcours qui est assez long. C'est-à-dire qu'avant d'être efficient sur les marchés, la formation est longue. Aujourd'hui, on a des gens qui veulent apprendre plus vite que la musique, qui ne sont absolument pas bien formés, puisque pour la plupart, on ne les forme pas. On leur donne l'impression de comprendre pour qu'ils viennent se ruiner encore plus vite sur les marchés. Et on ne forme pas les gens à la psychologie ou très peu, on les forme surtout à la gestion du risque, mais on leur donne les règles qu'ils ne sont pas capables de suivre. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui pensent accéder à la richesse, qui vont surtout probablement subir de plein fouet la sélection naturelle et probablement par la sécheresse du marché, plus que par des hausses colossales. Mais donc voilà, il faut faire attention, le schéma est parabolique, le nombre de gens qui arrivent aujourd'hui pour se former dans le marché est un schéma purement parabolique qui m'invite à penser que la sélection naturelle va s'opérer par une fracture et pas par un gentil retournement tout doux. En gros, j'ai plutôt tendance à dire que dans l'horizon les 5 prochaines années, il va se passer un sale truc à cause de la surspéculation. Donc, on arrive sur la partie conclusion de ce truc-là, d'accord ? Conclusion aujourd'hui de ce machin-là. Donc comprendre que des niches, des plus petites niches, ont créé et ont catalysé la formation de cartels, d'accord ? Que ce soit dans toutes les niches qui aient jamais existé, et qu'aujourd'hui on est en train d'assister à la formation de niches massives qui constituent les paniers économiques. C'est-à-dire que là on est en train de former des schémas de niches sur le marché. Et c'est extrêmement dangereux parce que les conséquences les conclusions auxquelles on va arriver, c'est de dire quel est aujourd'hui les changements structurels qu'on trouve sur le marché par cette hyper-accessibilité au marché, ce sentiment qu'il faut en être parce que c'est là que l'argent se crée et que du coup la concurrence aujourd'hui devient déloyale dans le sens où qui l'emporte aujourd'hui entre investissement et spéculation ? C'est la spéculation. Dans la radicalisation des profits faisables à partir des marchés, aujourd'hui, il y a le profil de l'investisseur, celui qui stock pick, celui qui va chercher la valeur intrinsèque d'une action, et celui qui ne sera là que pour faire bouger les prix et essayer de générer du pognon. Comme je vous dis, il y a d'un côté une concurrence loyale qui aurait été de dire il y a toujours la même manne de profit à se dégager des marchés financiers. Celui qui trouvera le meilleur actif boursier au prix le moins cher récupérera plus de gains que celui qui va l'acheter n'importe comment. D'accord ? Ça, ce serait la logique des choses qui voudrait ça. La sélection par l'intelligence. Dans ce cas-là, dans le marché, on sélectionnerait non pas... on sélectionnerait au savoir boursier, c'est-à-dire la capacité d'identifier des petites pépites. Il y a toujours des gens qui sont capables de faire ça, mais ils sont de moins en moins nombreux au profit de gens qui ont compris que le marché aujourd'hui était en train de devenir purement spéculatif, qui ne tiennent même plus compte de ces aspects fondamentaux. Comme moi, je m'en bats les couilles du fondamental, je vous l'ai dit. Moi, ce que je fais, c'est sale, et j'ai totalement conscience du fait que la spéculation est probablement ce qui tuera la structure de marché actuelle. Maintenant, bon voilà, moi j'ai pas spécialement le choix, j'ai pas 20 ans devant moi pour apprendre la macroéconomie et devenir le Warren Buffett de demain. Donc j'ai fait avec ce que je pouvais, j'ai compris certains mécanismes qui me permettent de tirer mes gains. Moi je suis un petit poisson de merde, je suis un petit plancton, mais le danger c'est qu'aujourd'hui ces planctons deviennent extrêmement nombreux à tel point que sincèrement on est en train d'étouffer la baleine. Qui revient à dire, aujourd'hui le vrai danger c'est pas le marché, c'est le changement de la structure du marché vers un marché ultra spéculatif parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs spéculatifs qui induisent une volatilité. Cette volatilité, en fait, elle tue naturellement la sélection, enfin elle opère naturellement, donc la sélection naturelle, qui revient à tout simplement tuer le sentiment de recherche de prix. Alors que le marché est basé sur ça. Le marché est normalement supposé trouver un prix d'équilibre. Et plus d'acteurs dans le marché, plus de liquidité, c'est supposé amener moins de volatilité. Ça, c'est ce qui est supposé être fait dans un marché rationnel, dans un marché éthique. Sauf qu'aujourd'hui, l'éthique, on s'en bat les couilles. Qui gagne de l'argent ? Les spéculateurs. Donc, que font les gens qui veulent gagner de l'argent et qui sont prêts à se radicaliser ? Ils spéculent de plus en plus. Aujourd'hui, comment ont réagi les acteurs
qui dominaient le marché à l'époque, d'accord, les Goldman, les compagnies, ils font quoi? Ils robotisent leur marché, ils automatisent les stratégies et ils les rendent spéculatives. Ils prennent en compte la spéculation et au lieu de tendre vers une meilleure qualité d'investissement, ils tendent de plus en plus vers l'intégration de la spéculation dans leur modèle de gain. Et c'est extrêmement dangereux parce que c'est une glissade vers l'hyperspéculation. Comment ça s'était produit en 1929? Exactement de la même façon. Vous aviez des acteurs boursiers historiques, peu nombreux, ceux qui étaient dans les bourses, ceux qui travaillaient pas dans les bureaux, voilà, mais qui travaillaient dans les grandes salles, qui s'échangeaient les contrats au nom de leurs clients, les brokers. Voilà, à l'époque, le broker, c'était une personne physique, une seule, qui allait échanger, passer vos ordres. Et puis, en fait, les brokers étaient soumis à un travail complètement dingue, puisque tout un chacun voulait acheter et vendre des actions. Et en gros, vous aviez des gens qui quittaient leur travail pour se mettre donc au doux métier de spéculateurs, enfermés dans leur petite bulle avec leur peu d'expérience, pensant qu'ils avaient donc trouvé la solution à tous leurs problèmes pour une richesse durable et exponentielle. Bon, deux choses qui ne vont pas ensemble, mais voilà. La fin, c'est que on sait comment ça s'est produit en 1929, on connaît les conclusions et la sélection naturelle qui a suivi. C'est-à-dire que derrière, le bear market a tout simplement mis un stress supplémentaire sur un marché de niche qui s'est tout simplement et a opéré une sélection naturelle. De cette sélection naturelle a émergé la formation de cartels boursiers qui sont donc les banques d'affaires et d'investissement que vous connaissez aujourd'hui. Elles sont toutes nées des cendres de 1929. Et aujourd'hui, elles sont soumises à la formation d'un nouveau marché de niche, puisque ces acteurs historiques, aujourd'hui, se sont vus concurrencés. Donc, parce que aujourd'hui, on a besoin d'argent dans le marché, d'accord? Donc, il y a les banques centrales qui donnent la liquidité, c'est génial, ça amène de la liquidité, mais ce qu'on constate, c'est qu'au lieu d'amener de la sérénité dans le marché, au lieu d'amener de la stabilité dans les prix, on est plutôt en train d'amener de la volatilité sur les prix, et on constate quoi? Tout simplement que c'est l'effet inverse qu'on est en train d'obtenir. La spéculation est à terme, va probablement tuer le marché, en tout cas dans sa structure actuelle, puisqu'on est dans un schéma de parabolisation où la spéculation l'emporte sur la recherche de valeur, autrement dit, la volonté de base du marché, la fonction de base du marché aujourd'hui n'est plus assurée au profit d'une hyperspéculation, c'est-à-dire est-ce que, et la question et la conclusion qu'on doit se poser, est-ce que l'économie, la circulation de l'argent peut survivre à des mécanismes ultra spéculatifs où la gestion du risque ne se fait plus du tout de la même façon. Les modèles boursiers, autrement dit, sont-ils toujours viables dans le modèle actuel qui est en dérive complète vers l'ultra spéculation? Moi, j'ai tendance à penser que la nature, quoi qu'il arrive, régule toute chose, que ce soit l'imagination parabolique de l'être humain ou les processus paraboliques de la nature. Parce qu'il faut être conscient que la nature aussi, ce qu'on appelle la sélection naturelle, elle s'opère de toute façon par des irrégularités qui sont régularisées, des schémas paraboliques qui s'écroulent. Voilà, par exemple, je sais pas, vous prenez n'importe quelle espèce animale qui va coloniser un espace vital, elle va atteindre un point de masse critique qui va causer sa propre extinction. Bon, ça on connaît, mais c'est un processus chimique en fait. Ça ne concerne pas que la vie, ça concerne aussi les minéraux, la concentration de trop de minéraux à certains endroits a créé de la radioactivité. Enfin, c'est des trucs complètement fous. Mais la nature est à la fois instable et revient toujours vers ce processus de stabilité. Donc il faut être conscient qu'aujourd'hui, on a une instabilité très forte, et moi j'ai tendance à spéculer dans le fait que la nature va faire qu'une sélection va s'opérer, et dans des marchés à une structure parabolique, pour moi l'effondrement de la structure parabolique, c'est effectivement une sélection par l'effondrement brutal, par une première crispation, d'accord, ça commence à baisser, et puis ça catalyse malheureusement donc des baisses assez sensibles de la population. Donc la question c'est de savoir est-ce qu'on est au pic ou non, ok, parce que là on va donc en revenir au trading, et après donc aux phases de manipulation de marché. La manipulation évidemment elle intervient dans la phase de radicalisation, c'est ce que je disais, face à la radicalisation, différents procédés vont être mis en place par les acteurs de marché, et notamment donc des procédés un peu moins éthiques comme la manipulation de marché.
Donc là, on va partir sur Tesla, par exemple, donc qui revient à dire, donc le constat, d'accord, la conclusion à laquelle je voulais arriver ici, c'était de vous faire comprendre que aujourd'hui, le marché change de structure pour une structure hyper spéculative, et par rapport à ça, vous avez donc deux options. Soit vous luttez, c'est-à-dire vous vous dites, ah, non, soit vous cautionnez, enfin, soit vous participez. Moi, c'est le choix que j'ai fait. Je constate le problème, je trouve ça extrêmement malsain, la dérive spéculative du marché. Mais en attendant, bah, moi, je suis navré de vous le dire, autant il y a 4-5 ans, je m'intéressais aux procédés macroéconomiques et tout ça, parce que je trouve ça intéressant en tant que personne, autant aujourd'hui, je vois qu'on s'en bat les couilles et que le marché n'en tient déjà plus compte. Donc, la macroéconomie, bon, pas vraiment. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Bah, il faut juste forcer l'effondrement de ce truc-là pour un retour à la phase de sélection naturelle et qu'on puisse reconcentrer les pouvoirs derrière sous forme de nouveaux cartels. Alors, appelez ça comme vous voulez, hein, j'utilise un mot, voilà. Mais en gros, demain, les acteurs qui dominent le marché seront différents. Est-ce que ce seront les banques centrales? Est-ce que ce seront des entités supérieures? Est-ce que ce seront toujours les mêmes banques d'investissement? C'est la grande question, voilà. Mais moi, je reste dans le sens où, pour moi, je vois le schéma. Je vois bien clairement l'étape 4 qui est bien mature en termes de radicalisation, mais il reste encore des étapes possibles, hein. On peut aller encore plus loin dans la radicalisation. Ça n'a de limite en fait que le moment où le schéma s'effondre sur lui-même par une sélection naturelle, évidemment non prévisible, sinon ce serait trop facile. Mais soit ça baisse naturellement et ça va créer, quoi qu'il arrive, la hausse des crispations et une radicalisation toujours plus forte. Soit, quoi qu'il arrive, la radicalisation va s'auto-détruire par un système parabolique. Moi, je vois là début des systèmes paraboliques, et on va donc programmer ces deux choses-là dans le marché. Quelles sont les deux projections que je fais de ce marché? D'accord? La radicalisation, on y est. Ça, c'est clair. La radicalisation des modèles de pensée dans le marché et la radicalisation spéculative, ça, on ne peut que la constater, hein. Ceux qui ne constatent pas ça aujourd'hui, j'ai envie de dire, quand même, ouvrez les yeux. Donc, deux choses. Soit le marché se met à baisser, et effectivement, malheureusement, là, on va devoir constater les dérives spéculatives, c'est-à-dire là par exemple tous les petits spéculateurs bourrés d'ETF malheureusement vont payer le prix des pots cassés, enfin vont payer les pots cassés, donc ils vont commencer à gueuler puis dire ah le système est pourri, voilà, bon bref la sélection naturelle, beaucoup d'acteurs qui veulent participer dans ce marché vont disparaître par une sélection naturelle de crispation, c'est-à-dire tout simplement on réduit les gains et naturellement ça incite à toujours plus de radicalisation jusqu'à ce que les gens que la radicalisation ait opéré la sélection naturelle. La deuxième solution, je vous dis, c'est on pense que tout va durer toujours ad vitam aeternam, que les profits peuvent être aussi paraboliques que le nombre d'acteurs qui arrivent de façon parabolique. Et effectivement, c'est la réalité qui nous rattrapera, la réalité physique des choses qui fait que les paraboles ont généralement peu de probabilité de tenir. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe? Soit naturellement le marché se met à baisser et opère une sélection dans le marché. En gros, pour moi, je reste baissier tant qu'il y a des gens qui tradent. Le jour où les gens sont dégoûtés, ruinés et qu'ils arrêtent de trader, on pourra reprendre le marché comme avant, peut-être dans sa nouvelle forme, un peu plus spéculative, mais on pourra retrouver une structure de marché contrôlée par peu d'acteurs qui se partagent toujours des futurs profits colossaux avant qu'une nouvelle structure de bulle et ainsi de suite apparaisse. Ça, c'est l'option 1. Moi, celle que je favorise parce que, sincèrement, je préfère ce type de sélection naturelle qui permet donc, c'est un biais totalement induit, hein, qui revient à dire, moi, je tire mes revenus du marché, je préférais que le marché survive. C'est-à-dire que, effectivement, j'ai pas spécialement envie de me tirer une balle dans le pied. Maintenant, bon, j'ai conscience que c'est pas nécessairement la seule option. La deuxième option, c'est la dérive spéculative parabolique qui revient à dire, il y a toujours plus d'acteurs, ces acteurs ont toujours plus soif de gains, donc, pour les abreuver et pour que le système puisse continuer, il faut que les gains suivent de manière parabolique. Ces gains, évidemment, ne seront pas réels, on est bien d'accord. On va afficher des prix qui n'auront aucune valeur dans une dérive purement spéculative qui revient à dire, ici, on tue les vendeurs, on tue le sentiment vendeur, le marché devient complètement ouf. Et là, je vous dis, il y aura de limite à ça que l'imagination humaine. Parce que imaginez-vous que voilà, à l'époque, vous étiez à votre SMIC, vous arrivez SMIC plus 30%. La fois d'après, vous vous dites, ah bah super, mais cette fois, effectivement, je vais demander une hausse de 7 ou 800 euros et pas une hausse de 300 dollars, de 300 euros. Donc là, on est bien dans le schéma parabolique où, regardez la structure de prix, si on veut continuer avec la radicalisation, avec l'arrivée de toujours plus de concurrence, et ce phénomène de radicalisation qui en découle, voilà, regardez les cycles, d'accord, c'est de dire, voilà où on en est dans les cycles de valorisation boursière. Voilà,
et là, au suivant, voilà. Donc ici, soit le schéma s'arrête, d'accord? Ça revient à dire, je dis, on s'épuise et il y a un épuisement naturel qui va se mettre en place. Soit ici, on a fini, pour moi il est fini ce cycle, hein. Là on a bien une grosse phase de baisse, c'est-à-dire qu'avant ces schémas-là, pour moi ça restait ultra spéculatif d'imaginer que le marché allait baisser. Hein. Donc là on voit bien les 3 cycles boursiers avec les 3 corrections boursières qui sont intervenues en cours de route. Hein, bon, ça je pense que c'était une correction, bon, certains diront ça, ok, bon, comme vous voulez. Donc on va dire, ok, mais dans tous les cas, on voit bien les 3 cycles boursiers. Moi, historiquement, de ce que j'en ai appris, quand les marchés ont fait les 3 phases de hausse, il faut quand même arrêter. C'est-à-dire, en gros, on paye les crises 2 fois de suite. Hein, la crise de la zone euro, la crise des marchés chinois, donc la bulle chinoise qui explose. Voilà, pour moi, c'est 2 crises qu'il fallait acheter. La troisième, la crise sur les craintes mondiales, bah, pour moi, celle-là, il ne faut pas l'acheter. Donc, maintenant, je peux me tromper. C'est-à-dire que si ça se trouve, on est sur une crise ici, on a terminé un cycle auquel va suivre un dernier cycle qui sera normalement complètement parabolique, puisqu'il devra donc suivre ce schéma de parabole folle possible. Moi, j'y crois pas, hein, je vous dis honnêtement, mon job à moi, en tant que vilain spéculateur, c'est pas de prédire l'avenir, c'est de juste choisir un camp, essayer de mettre le plus de chances de mon côté d'avoir choisi le bon camp, et de ne pas prendre des risques inconscients face à la gestion de ces positions-là, qu'elles soient gagnantes ou perdantes. C'est évidemment beaucoup plus facile de gérer si ça se passe bien, je préférais que ça se passe bien, mais pour l'instant, on va chercher la phase de décision. C'est-à-dire que l'indécision est majeure, mais la suite, elle est de toute façon radicale. Pour ma part, il n'y aura pas ou très peu de probabilité pour un scénario intermédiaire qui reviendrait à dire on fait ça et voilà. Pourquoi? Parce que ça, pour moi, c'était possible dans le marché d'avant. C'est-à-dire dans le marché qui n'était pas radicalisé, parce que la radicalisation amène de la volatilité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le délire actuel qui consiste à dire la tension est énorme, la radicalisation du marché est absolument palpable, on la sent, tous les acteurs de marché, on la sent. Je veux dire, tous les gens qui ont plus de 5-6 ans d'expérience, on le sent tous que la parabolisation de la prise de risque et la radicalisation des acteurs de marché, elle est clairement là. Aujourd'hui, la nier, c'est d'une bêtise, je veux dire, tout le monde le sent. Voilà. Donc la radicalisation, et face à ça, vous avez un discours qui est complètement rocambolesque, qui revient à dire, ok, les discours sont radicaux, et on sait que la radicalisation et la spéculation, du coup, enfin la radicalisation spéculative du marché va amener inévitablement de la volatilité. Aujourd'hui, cette volatilité, elle est là, c'est ça que je trouve fou. C'est-à-dire qu'à l'époque, on pouvait encore y croire à ces marasmes de dire, ne vous inquiétez pas, les banquiers centraux sont là pour assurer la stabilité des prix. Là, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont incapables de faire ce job. Là, pour l'instant, la volatilité, à part le fait qu'elle explose toujours plus, on a juste la réalité de l'inefficacité du système financier qui revient à dire ne vous inquiétez pas, vous vous radicalisez, mais nous sommes là pour gérer le bateau. On voit bien qu'il n'y a plus personne qui gère le bateau. La volatilité aujourd'hui dirige le marché, la spéculation dirige le marché. L'avenir, personne ne sait. C'est de la pure spéculation, c'est de la gestion du risque. Il y en a qui vont avoir raison, il y en a qui vont avoir tort. Les seuls qui survivront seront ceux qui auront géré leur risque là-dedans. Les professionnels et les gens qui sont suffisamment formés pour ne pas se faire... Voilà. Pour moi, la sélection naturelle, elle va s'opérer par 2 façons. Soit tout simplement la gestion du risque, soit l'expérience. Moi, j'ai tendance à dire, si vous n'avez pas d'expérience et que vous avez une mauvaise gestion du risque, vous serez obligatoirement dans la vague qui va se faire dégager. Et là, on ne parle pas je parle de perdre votre compte, quoi. C'est ça que je veux... Voilà. Pour moi, aujourd'hui, le risque, c'est de faire partie de ces acteurs qui arrivent sur une niche complètement mature, c'est-à-dire que là, en fait, on est à la fin du cycle économique, très probablement. En tout cas, on a des signes macroéconomiques qui laissent à penser que c'est le cas. Hein. Voilà, pour le moment, on appelle ça le ralentissement économique, avant que très probablement ça se termine par une vraie récession. Hein. C'est-à-dire, quand les chiffres seront devant nous et qu'on ne pourra pas les nier, on ne pourra pas dire, voilà, on sera forcé d'appeler un chat un chat. Moi, c'est ce que je pense. Maintenant, je vous dis, je peux me tromper, et dans ce cas-là, on va tout simplement quitter le sol. C'est de dire, ça va devenir purement spéculatif, purement volatile. Vous aurez des valeurs, voilà, comme Boeing, qui hier est allé me chercher le stop, qui vont partir sur des valeurs complètement connes. Et ces valeurs-là, étant représentatives de la bourse, vont attirer de plus en plus de monde, vont radicaliser encore plus l'aspect spéculatif de ces marchés, jusqu'à ce que, naturellement, toutes les paraboles s'effondrent. Voilà.
Voilà, c'est aussi simple que ça, mais elles s'effondreront toutes d'un coup, et elles feront quoi? Elles effondreront le marché avec. Moi, ça, évidemment, je ne veux pas, parce que si ça se produit, on va casser le jouet sur lequel je tire mon salaire. Et ça, j'aimerais un peu moins. C'est-à-dire que pour moi, la bulle spéculative, c'est Dieu sait combien on monte, 3004, 3006, 5000, voilà, S&P 500 à 5000, pourquoi pas. Tout est possible à ce niveau-là. Par contre, derrière, la chute aura des effets réels sur l'économie, qui ne pourra pas les absorber. L'économie, elle n'est pas faite pour absorber de la volatilité. Regardez, là déjà, les baisses de 10-12%, comment le sentiment économique s'est dégradé à cause de ça. Donc, il faut faire très attention à ça. C'est extrêmement dangereux, la volatilité, et ça forcera de toute façon l'arrivée de cette phase de sélection naturelle. Donc moi, ce que j'essaie de vous faire comprendre dans ce principe-là, comprenez le principe, comprenez ce qu'il faut faire dedans. On ne lutte pas contre la radicalisation du système, d'accord? Là, on parle d'un système financier, c'est-à-dire c'est un truc qui vous dépasse complètement en tant qu'être humain. Donc lutter contre ça, c'est débile. C'est-à-dire vous dire, non, non, la spéculation, c'est pas bien, du coup, je vends parce que ça va s'effondrer. Alors ça, c'est d'une bêtise absolument impressionnante, puisque du coup, tout le monde joue un jeu spéculatif, et vous jouez un jeu de nostradamisme au milieu de tout ça. Extrêmement dangereux, le sentiment permabère du film a dit qu'il y avait des sentiments paraboliques, ça va forcément s'effondrer, ça va s'effondrer parce que ça ne peut que s'effondrer. Vous faites ça, vous n'avez rien compris. Tout le monde spécule aujourd'hui, il faut faire quoi? Il faut spéculer. Voilà. Mais spéculer, c'est un métier, et quel est le danger? C'est de spéculer sans avoir la notion suffisante pour le faire, sans savoir ce qu'est la gestion du risque, et sans avoir la psychologie, l'expérience suffisante pour le faire, sans vous faire péter, puisque la sélection, pour moi, ne se fera que sur un aspect technique, technologique, et psychologique, c'est-à-dire ce qui compose le marché. Aujourd'hui, qu'est-ce qui change dans la structure de marché de ceux qui dominent ce marché? Ils font quoi? Ils automatisent le trading, innovation technologique dans le marché, une innovation psychologique, c'est-à-dire que derrière, de toute façon, ils jouent sur votre psychologie de petits spéculateurs, c'est-à-dire on sait comment vous tradez, en gros, on s'en fout, vous tradez Ishimoku, machin, ou bidule, ou truc chouette, et on n'a qu'à vous tendre les bras bien ouverts pour que vous achetiez et que vous vendiez, et puis on vous balance dans tous les sens, on vous fait faire ce qu'on veut. La manipulation de la psychologie des acteurs de marché, pas suffisamment matures, et qui sont de plus en plus nombreux. Donc, petits capitaux, mais de plus en plus de monde, ça commence à avoir une influence aujourd'hui sur le marché. Donc, la psychologie est un état majeur à prendre en compte aujourd'hui, technologique, psychologique et gestion du risque. La gestion du risque, c'est ce qui s'apprend le plus vite. Donc, apprenez déjà au moins la gestion du risque. C'est le minimum, j'ai envie de dire, c'est le minimum syndical pour déjà pas faire partie des premiers qui vont se faire dégager par la vague de sélection naturelle. La deuxième sélection, je vous dis, elle se fait probablement, à mon avis, sur un aspect psychologique, et il reste cet aspect technique qui fait que si aujourd'hui vous automatisez pas au moins une partie de votre stratégie, vous êtes tout simplement complètement largué par l'innovation technologique. Tout le monde aujourd'hui utilise des robots pour exécuter les ordres. La sélection de stratégie se fait toujours par un être humain, c'est ce que j'appelle la semi-automatisation. Même dans les banques d'affaires, ils laissent tourner très peu de robots en autonomie totale. Ça reste toujours piloté par des êtres humains. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui, un être humain seul, il est désarmé face au marché actuel. Donc aujourd'hui, il faut au moins s'automatiser partiellement. S'automatiser totalement, ça me semble une dérive qui sera peut-être la concentration sous forme de cartel. D'accord ? Là, j'extrapole, on parle un peu du futur, et je trouve ça très dangereux, mais ça reviendrait à dire, en gros, demain, après la sélection naturelle par la spéculation, qui domine le marché? Skynet. C'est de dire, il y aura 2-3 grosses boîtes qui auront créé des algorithmes spéculatifs tellement performants que plus personne ne pourra spéculer à part eux. Et évidemment, ils vont s'entendre. C'est-à-dire que ils seront 3-4 acteurs à se partager le gros bout du gâteau. Ils auront survécu à la sélection naturelle. Et naturellement, ils vont reconcentrer les pouvoirs et puis former des cartels. C'est-à-dire que demain, le marché peut très bien devenir un cartel. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser le marché boursier sous sa forme spéculative, ça ne se fera qu'à travers 2 ou 3 acteurs qui ont des algorithmes. Et vous direz, moi je veux acheter, mais je veux utiliser tel algorithme. Voilà. Mais vous serez simplement là à dire, je veux acheter, je ne veux pas savoir ce que je vais acheter, je veux juste acheter ou vendre. Voilà. C'est complètement fou. C'est peut-être ça le monde de la finance de demain. Moi j'ai tendance à dire que non, le rôle de la finance c'est de faire circuler l'argent, et si on fait circuler l'argent de manière spéculative par des algorithmes spéculatifs qui se disputent quelque part de marché à quelques acteurs algorithmiques, 100% algorithmiques, je trouverais ça d'un extrême danger, puisqu'en gros c'est un peu, voilà, c'est le délire Skynet, c'est de dire si ce qui gère notre vie d'être humain, ce qui gère notre société humaine, si on le met entre les mains des machines,
au bordel de merde. Moi, personnellement, je pense que la science-fiction, elle est là justement pour alerter des dérives possibles. On connaît justement ces dérives, c'est-à-dire que si on donne notre destin d'être humain aux mains des machines, bah, sincèrement, j'ai pas spécialement envie de vivre, moi, dans ce monde-là. En tout cas, je préfère dans ce cas-là ne pas dépendre de l'économie qu'on aura mis entre leurs mains. Mais ça, attention, hein, voilà. Encore une fois, on parle de vraies projections dans le futur qui ont donc peu de chances de se produire. Là, je fais un peu de nostradamisme, mais c'est pour ouvrir un peu le schéma de pensée. On a fait un peu de technique, un peu de psychologie, tout ça. Je vous fais un peu de philosophie sur la fin, de vous dire quand même attention, voilà, à ces dérives d'automatisation. Il faut les voir, mais il faut se dire attention à ça quand même. J'espère que ça n'arrivera pas, puisque donc la science-fiction nous a quand même alerté des dérives potentielles de ces schémas. Et donc, je vous en avais parlé et je vous l'ai dit, on va aller le voir. Donc, quelle est la façon dont vous pouvez tirer profit de ça aujourd'hui? C'est-à-dire être conscient de cette phase de radicalisation et de ses effets actuels dans le marché. Puisque là, donc, je vous fais en gros la phase philosophique, tout ça. On fait une petite conclusion de marché pour que quand même vous ayez une info à en tirer de tout ça dans votre trading de tous les jours. Et on prend par exemple Tesla. Voilà. Donc là, pour moi, Tesla, c'est le fer de lance, le représentant parfait de cette spécularisation du marché. Vous avez en fait un marché qui évolue toujours de cette façon. Alors on va mettre en log, et encore même pas. J'essaie de voir, non, pourcentage non plus, bon, tant pis. Donc c'est de dire, Tesla, c'est la valeur spéculée par excellence. Et c'est-à-dire que Tesla a toujours été comme ça, et si le marché demain doit être comme ça, franchement, c'est pas vraiment génial, parce que effectivement, ça peut fonctionner chez Tesla, parce que Tesla vend du rêve et tout ça, mais si tout le marché devait être pricé comme Tesla, je vous raconte pas le merdier. C'est-à-dire que Tesla, c'est quoi? C'est des gros ranges comme ça, extrêmement volatiles, baladés par des news, et la volatilité va augmenter sur Tesla, on est bien d'accord, c'est-à-dire que ça balaye du 30%, la radicalisation fait qu'on va augmenter ces balayages pour atteindre des balayages de 50% ou des trucs comme ça. Voilà. Donc il faut être conscient que Tesla, c'est pour moi le plus gros représentant de ce truc-là. Donc il est important de regarder comment Tesla, quels sont les changements que peut opérer Tesla. Parce que pour moi, c'est ce qui permettra d'orienter le plus le schéma. Est-ce qu'on va vers une hyper spéculation ou est-ce qu'on va vers l'effondrement de la spéculation parce que la sélection naturelle est déjà à la porte du prochain, est déjà au pas de votre porte. Moi, c'est la question que je cherche à savoir aujourd'hui. Donc Tesla, ça me passionne sur l'aspect spéculatif. Après, qu'on soit bien d'accord, je ne mets pas tout mon capital dans Tesla parce que, voilà, c'est juste de dire, Tesla, moi, je le vends parce que je spécule donc sur l'effondrement spéculatif et la fin de la niche spéculative pour un retour un peu à la normale, tout simplement. On sort les acteurs hyper spéculatifs et effectivement, on revient sur un nouveau cycle de marché un petit peu plus sain. Mais pour ça, effectivement, il va falloir détruire les gens par la baisse des valorisations. Mais on va voir tout ça. Voilà. Le schéma, c'est de dire, si ça passe encore pour Tesla, parce que là, on a quand même le gros coup de poker, et donc la manipulation de la spéculation. C'est ça qui est fou aujourd'hui, c'est que donc, vous avez de nouveaux acteurs, donc comme Trump, on a très bien compris ça, la Maison Blanche, qui a compris en fait les processus spéculatifs, et qui, donc comme je vous dis, on en parlait dans l'étape de radicalisation, la sélection derrière, la survie des différents acteurs qui veulent donc maintenir leur ascendant sur les concurrents, peuvent le faire de différentes manières, de manière plus ou moins éthique. D'accord ? Moi, par exemple, je prône l'avancée technologique, c'est-à-dire que moi, je développe des outils, je vous forme à la psychologie, je fais tout pour vous tirer vers le haut, d'accord ? Puisque je pense que la sélection la sélection de manière éthique ne se fait que comme ça, en devenant plus intelligent, mieux équipé et mieux formé, et mieux formé sur le plan psychologique. Donc moi, c'est le choix que j'ai fait. Moi, je suis une personne éthique et je ne peux pas lutter contre ça. Naturellement, j'ai été conçu comme ça. Moi, je ne peux pas faire le choix de dire non, moi, c'est en manipulant les gens que j'arriverai à être plus fort qu'eux. Donc, il y a des gens qui font ça sans problème, sans scrupule. Moi, je ne peux pas faire ça. Mais il y en a d'autres qui le font, comme Tesla, qui consiste à dire ok, le marché aujourd'hui est spéculatif. Comment fonctionne la spéculation et comment on en tire profit?
Pour moi, Musk, c'est exactement ça. Alors, c'est un génie commercial, ce gars-là. C'est-à-dire que Musk n'est pas un inventeur, Musk est avant tout un vendeur. Mais il a compris aujourd'hui comment fonctionne la spéculation dans les marchés financiers. Et il joue un jeu très dangereux. C'est-à-dire que pour moi, Musk, c'est un peu la banque du Japon par rapport aux banques centrales. C'est-à-dire lui, il expérimente. Et c'est un peu... voilà, c'est l'expérimentation de la manipulation financière pour voir un peu comment ça se passe. C'est-à-dire que Tesla, on soit bien d'accord, donc c'est une boîte qui existe depuis pratiquement depuis un bon moment, qui n'a jamais réussi à générer du cash, par contre qui a souvent réussi à vendre du rêve, et donc c'est une capitalisation boursière qui est supérieure à celle de Ford, alors que Ford détient 35% des parts de marché. Alors non, c'est pas 35, merde, je vous dis n'importe quoi, là je mélange avec un autre chiffre, je le sais, mais je ne sais pas le chiffre normal. Donnez-moi une minute parce que je préfère des informations sourcées que du n'importe quoi. Voilà, bon là je pense qu'on peut même faire mieux que ça. Voilà, donc la comparaison simple et méchante, donc Ford versus Tesla, donc en gros la vieille finance, la finance donc de stock picking qui revenait à chercher la valeur intrinsèque d'un actif et à l'acheter quand elle était sous-valorisée pour générer un profit. Et effectivement, à contrario, donc les premières ventes spéculatives qui revenaient à dire non, cet actif est complètement surpricé, on va le vendre pour faire baisser son prix, et ainsi de suite. Et la dérive spéculative, donc Tesla, pour moi le plus grand représentant de tout ça, qui revient à dire, voilà, là pour moi c'est le fer de lance de la connerie, donc vous avez une capitalisation boursière supérieure à Ford, qui a 100 ans d'historique comparé à Tesla, qui génère un chiffre d'affaires qui est 20 fois supérieur, qui a un résultat opérationnel positif depuis toujours, c'est-à-dire Ford génère de l'argent, un résultat net positif, face à une boîte qui a donc des résultats nets négatifs, qui dépense en recherche et développement 10 fois plus que Tesla, qui produit beaucoup plus de véhicules, qui a une masse salariale bien plus importante et un nombre d'usines bien plus important. Mais que fait le marché aujourd'hui? Il ne price pas la valeur des choses telles qu'elles sont, il price la valeur des choses telles qu'elles pourraient être. Et donc, la dérive spéculative qui revient à dire, schéma complètement parabolique dans la croissance de Tesla, d'accord, 73% de croissance, voilà, des trucs comme ça, ça fait rêver les investisseurs à court terme, les spéculateurs. Donc, Tesla, c'est la valeur chouchoute des spéculateurs. Moi, en plus, je vous dis, j'ai un rapport très bizarre avec Tesla. C'est la première valeur qui m'a ruiné à l'époque. C'est-à-dire que c'est ma première grosse perte en trading, Tesla. Parce qu'évidemment, en tant que petit spéculateur en herbe, il y a 8 ans de ça, forcément, qu'est-ce qui m'importait, qu'est-ce qui m'intéressait dans les marchés? Ce qui était volatile. Et évidemment, je suis allé me faire péter la tronche sur Tesla à l'époque. Et effectivement, j'ai compris ma leçon après. Tesla n'est pas un produit financier, Tesla est un produit de pure spéculation qui consiste à dire on va voir jusqu'où ça passe en termes de quenelle et au bout d'un moment ce truc là pour moi c'est un schéma qui va s'effondrer, c'est-à-dire c'est le fer de lance de ce qui va absolument ne pas fonctionner. Si on va dans une logique donc de sélection naturelle par la crispation du marché, c'est-à-dire le marché arrive sur un point critique où il ne peut plus générer plus de dollars que ça, parce que ça reste quand même l'économie réelle. Voilà. Donc c'est de savoir si on est complètement en train de se décorréler de tout ça, et on va partir en spéculation, et alors mais Tesla peut monter un truc de ouf, puisque ce sera un des représentants de cette vente d'un futur mirobolant et magique, face à une réalité financière qui est que, malheureusement, pour ma part, je pense que le marché de niche, la niche financière, a une limite, a un plafond de verre qu'on ne peut pas franchir. Et je pense qu'on est en train d'atteindre ce plafond. Maintenant, je peux me tromper. Et moi, j'accepterai de le faire. Je ne vais pas lutter contre un marché haussier, comme pourrait le faire un imbécile qui dira « ça va forcément s'effondrer un jour, donc je tiens mes ventes ». Non, vous faites ça, vous allez lutter contre l'irrationalité de l'être humain. Et j'aime autant vous avertir, la bêtise d'un être humain est carrément sans limite. Il y a une limite, mais avant de l'atteindre, on va aller très loin dans la connerie. Voilà. Donc, pour moi, Tesla. Donc, je vous dis, ce représentant, et moi, je regarde clairement comment se propose Tesla. En fait, il n'y a rien aujourd'hui qui permet à Tesla d'être valorisé plus que General Motors, ni que Ford. C'est complètement con. Voilà, c'est de dire, ça n'est pas possible. Dans un monde normal et rationnel, dans un monde financier, dans un monde d'investisseurs, c'est pas possible. Mais dans un monde de pure spéculation, tout est possible, puisqu'il suffit, en fait, de donner des courbes aux gens qui ne regardent plus du tout les fondamentaux. Et on va voir, donc, moi je veux voir si la dérive spéculative arrive à sa fin, ou si tout simplement on n'est qu'au début d'une phase encore plus conne. Et ça, c'est la grande question. Voilà. Moi donc Tesla, je vois les volumes qui augmentent, la volatilité qui augmente, je sais que la décision, elle va pas tarder à se prendre. La décision, c'est ce range. Pour moi, Tesla, ça sort par le haut du range,
honnêtement, pour moi, le marché aura fait son choix. Il aura choisi qu'il faut aller vers toujours plus de spéculation. Et tout simplement, ça veut dire quoi? Que le modèle Musk, c'est-à-dire le modèle de la sélection par la bêtise et par la manipulation spéculative, marche mieux que la sortie par l'intelligence et la formation plus poussée des acteurs de marché. Alors, je ne sais pas qui aura raison, moi je sais juste que quoi qu'il arrive, pour moi le choix n'existe pas. Moi je ne vais pas vous manipuler pour vous faire... Voilà, moi je ne peux que vous former, donc à ma petite échelle, je fais ce que je peux, parce que quoi qu'il arrive, je ne pourrais pas faire l'autre option. Donc moi en fait c'est un choix dans lequel je n'ai pas le choix. Musk a peut-être pas le choix non plus. Lui il a peut-être été formé à dire pour réussir il faut écraser les autres. Voilà. Et pour ça, qu'est-ce qu'il fait? Comme il a besoin de monter, il vous écrase. Il vous écrase comment? Tout simplement en vous montrant ce dont vous avez besoin pour spéculer. Lui son objectif c'est que sa valorisation monte. Sa boîte ne vaut pas ce prix-là, donc qu'est-ce qu'il fait? Il manipule les cours de bourse pour vous donner envie d'acheter. Comment il fait ça? Twitter, voilà, on a bien compris que la dérive commençait à partir en vrille. Je vous ai déjà fait une première émission sur Tesla il y a un moment pour vous alerter de la dérive d'Elon Musk dans la gestion donc de la phase ultra spéculative de Tesla et le fait que pour moi sa radicalisation devient extrêmement dangereuse et va nous pousser à la décision, c'est-à-dire va nous pousser à la sortie du range. Comme il nous a fait le coup ici de manipuler les cours pour les pousser ici et que ça n'a pas marché, moi je pense qu'ici il va tenter le coup une nouvelle fois et que ça va se retourner contre lui. Raison pour laquelle moi je suis en train de continuer à vendre Tesla, voire de commencer gentiment à renforcer les positions. Maintenant, j'accepterai d'avoir tort. Mais moi je pense que Tesla aujourd'hui est mature pour un gros effondrement parce qu'ils auraient pu atteindre la limite de tout ça. Donc là aujourd'hui vous avez vu comment ça se catalyse, donc ce joli petit marasme entre le SEC et Tesla et Elon Musk. C'est-à-dire que c'est ça le truc, c'est que pour lui Tesla c'est Musk. C'est-à-dire que s'il disparaît, sa boîte disparaît. C'est complètement con. Sa boîte, elle peut très bien rester, et elle risque d'ailleurs de rester sans lui. C'est-à-dire qu'au final, pour moi, la mort de la spéculation, l'effondrement de la spécularisation du marché, de l'ultra-spécularisation du marché, pour moi, voir Musk se faire virer de sa propre boîte, ce serait le symptôme qui montre qu'on est allé trop loin dans la spéculation, et que le marché entame déjà sa phase de repli pour purger complètement l'excès spéculatif des dernières années. Et l'arrivée donc des acteurs spéculatifs particuliers qui arrivent en masse à travers les ETF. Voilà. Donc c'est un schéma, c'est un choix, qu'on soit bien d'accord. Pour moi, le futur de l'entre-deux qui revient à dire la volatilité va s'écraser, j'y crois pas trop. Non, il est possible, je ne vais pas l'écarter, mais pour moi quand même assez peu probable du fait des radicalisations, des modes de pensée qui amèneront de la volatilité, je pense, dans les deux sens, que ce soit une volatilité stupidement haussière ou une volatilité baissière qui n'aura pour but que de purger les acteurs spéculatifs. Et donc voilà, Musk fait quoi ici? Il nous fait du Musk, c'est-à-dire que en réalité, donc là vous avez le news flow baissier, donc la SEC qui rattaque Tesla, et forcément vous avez quoi le même jour? Musk qui vous dit attendez les cocos, j'ai une news d'enfer, je vais vous sortir un truc jeudi précisément. Alors la beauté du timing, c'est-à-dire que Musk a compris comment fonctionnait la spéculation. La spéculation fonctionne sur la volatilité et sur le timing. Et il faut comprendre, donc là on revient... au-delà de la conclusion, d'accord, donc on a détecté le problème, on a globalisé le problème, on a philosophé là-dessus. Là, on applique, on fait un peu de travaux pratiques à la fin pour appliquer le truc, d'accord. Donc la partie pratique sur Tesla, c'est de dire, voilà, au point où on en est, la conclusion de l'aspect technique qu'on va donc mettre en pratique, c'est que cette ultra-spécularisation du marché, elle amène deux choses, la volatilité, et la manipulation du timing. Voilà. Donc ça, c'est les deux choses qu'aujourd'hui, l'ultra-spéculation un peu nocive est en train de faire, puisque je vous dis, tous les milieux innovent. Vous avez ceux qui, comme moi, innovent par l'innovation technologique, pensant que c'est comme ça qu'on maintient son avantage dans la niche. Et vous avez ceux qui utilisent donc la concurrence un peu plus déloyale, selon moi, un peu plus dégueulasse, mais qui revient à dire qu'il faut profiter des faiblesses des autres pour se maintenir en place. Donc là, on profite de la faiblesse spéculative, qui est de dire le spéculateur, n'ayant rien pour trader, il trade ce qu'il voit. Et comment on influe sur ce qu'on voit? Il y a une manière très simple qui a été trouvée il y a quelque temps, qui consiste à manipuler le news flow, c'est-à-dire manipuler les timings sur lesquels vous allez donner de l'information au marché pour qu'il price les choses. Vous allez attendre que les prix arrivent sur une zone avec un timing spécifique et vous allez bombarder le marché de news, c'est-à-dire que
vous avez compris qu'une bonne partie du marché aujourd'hui était robotisée et que ces robots ne pensent pas, ces robots n'interprètent rien, ces robots ne regardent que des headlines et ces headlines font bouger les prix suffisamment pour imprimer quelques bougies et derrière les spéculateurs suivent. Puisque bêtement, il n'interprète pas, le spéculateur ne réfléchit pas. Le spéculateur regarde ce qu'il a devant lui, il identifie des schémas et il trade ces schémas. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a des investisseurs réels sur Tesla? Honnêtement, je ne pense pas. Pas beaucoup. Est-ce qu'il y a des spéculateurs sur Tesla? De plus en plus de spéculateurs. Et comment on fait pour maintenir une valorisation boursière haussière face à une hausse de la spéculation et donc une hausse intrinsèque de la volatilité à venir? On fait tout pour manipuler le news flow, parce que si ça ne passe pas, c'est la fin. Moi, je pense que ce schéma-là a une fin, de toute façon. C'est clair. Pour moi, Tesla, soit il casse les 250 $, c'est terminé, et c'est au revoir Musk, puisque derrière, il n'aura pas ruiné sa boîte, mais sa boîte, elle va revenir sur des valorisations un peu plus logiques, et moins sur des spéculations futures de profits mirobolants que certains spéculateurs imaginent. Parce que le spéculateur, soit il a compris qu'il était juste là pour faire des profits à court terme, soit il s'imagine. Moi, le danger aujourd'hui, c'est de voir des investisseurs, enfin des profils spéculatifs, penser qu'ils sont en train de faire un bon investissement dans Tesla. Mais non, Tesla, ce n'est pas un investissement, c'est de la pure spéculation, c'est d'acheter pour revendre plus cher, et ça sert simplement à dire « Ah non, mais c'est de la merde, mais en attendant, Musk me donne des bonnes idées ici, sur cette zone qui pourrait être un support ». Et je vous dis, voilà, la manipulation technique est tout simplement complètement folle, puisque donc, regardez à quel endroit ça se produit. Ça se produit sur une zone purement spéculative, avec un timing précis, qui est que, je vous le rappelle, 1er mars, si Musk n'a pas Tesla à 360 $, il est plus ou moins obligé d'avoir recours à une nouvelle émission obligataire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos investisseurs, vos spéculateurs qui constituent votre capitalisation, si vous ne leur donnez pas du grain à moudre, si vous ne leur donnez pas de la hausse, ils s'en vont au bout d'un moment, ou ils vont se mettre à spéculer à la vente. Mais il faut être conscient que Tesla, c'est extrêmement dangereux. C'est un lien de confiance très particulier entre des investisseurs ultra spéculatifs et un gérant ultra commercial qui vend un peu du rêve à ces investisseurs réels, ce qui constitue la phase solide de sa capitalisation. Donc le gros danger, c'est tout simplement que la confiance qui peut être accordée à Tesla par des investisseurs de long terme, c'est-à-dire ceux qui maintiennent la capitalisation sur les supports, d'accord? Il y a les spéculateurs qui font mumuse, qui achètent et qui vendent, et il y a un maintien de la capitalisation sur un support très clair, très, très fort de Tesla qui s'est toujours fait à l'horizon des différents cycles. Donc pour moi, si on va vers un cycle baissier, Tesla va céder ces 250 $, puisqu'elle n'aura plus son support de socle d'investisseurs qui hold, c'est-à-dire ils achètent et eux ils s'en foutent de la spéculation. Voilà. Le holder, lui, il va acheter, revendre une partie, mais il va attendre là éventuellement la cassure des 400 $. Au bout d'un moment, moi je pense que là, on a commencé à construire des creux et sommets descendants plusieurs fois de suite. Je pense que ces investisseurs ne se positionneront pas à nouveau sur la zone des 250, et on voit bien que la zone de cassure c'est 271. Ce qui veut dire que si Tesla revient ici à 271, c'est game over. C'est-à-dire qu'ils perdent la confiance des investisseurs long terme. Et derrière, il y a des spéculateurs qui vont pousser les prix dans tous les sens, puisque le spéculateur n'est là que pour amener de la volatilité. Donc si le news flow manipulé par Tesla, puisqu'encore une fois, il s'agit de le donner à un moment précis pour éviter que les prix puissent atteindre une zone de danger. Si la spéculation fonctionne, si la manipulation fonctionne et que les prix remontent et cassent les 400 $, moi je dis bravo, et on va donc arriver dans une nouvelle phase de marché où la manipulation du news flow sera donc le nouveau thème. On a qui aujourd'hui qui la pratique c'est ouvert, c'est fait de manière tellement grotesque que voilà. Donc vous avez la Maison Blanche qui pratique ça, Tesla, certaines autres boîtes commencent à se dire on va peut-être commencer à le faire. Donc la dérive future, c'est ça. Soit aujourd'hui cette dérive atteint tout simplement une limite et on s'arrête, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les tentatives de manipulation pourraient venir à se tarir, voire à s'inverser. Et évidemment, tous ceux qui en ont payé le prix vont se prendre double dose. En gros, tous ceux qui ont acheté Tesla à 380 sur les rêves de Musk vont se faire dézinguer la tronche. Et évidemment, ils vont payer les prix des pots cassés. Même chose pour ceux qui achètent les marchés américains que Trump fait tout pour faire monter. Si ça ne marche plus, tous ceux qui les ont achetés sur les sommets, les particuliers qui sont bourrés d'ETF, vont se faire ruiner littéralement. D'accord? La sélection naturelle par, du coup, le manque d'expérience. Tous ceux qui manquaient d'expérience et qui étaient accrochés à leurs rêves vont se faire flinguer.
Moi, je spécule dans ce sens-là. Je pense que c'est ça qui va l'emporter. Je ne suis pas certain. Si c'est la bulle spéculative et l'ultra-spécularisation, la manipulation des cours de bourse jusqu'à ce que ça passe plus, jusqu'à ce que ça s'effondre par un système parabolique, est une option que je vois viable, d'accord, puisqu'elle est possible, et elle arrive dans d'autres contextes. Je ne vois pas pourquoi ça n'arriverait pas dans le contexte boursier. C'est tout à fait possible, mais il faut faire un choix. C'est-à-dire qu'ici, encore une fois, est-ce qu'il est possible d'acheter les actions américaines? Non. Est-ce qu'il est possible de les vendre? Oui, dans une gestion du risque. Et est-ce qu'il faut accepter que vous ayez éventuellement tort? Oui. Qu'est-ce qui prouvera que vous avez tort? Retour au sommet historique. Pour moi, ça remonte au sommet historique. Je ne veux même plus savoir ce qui se passe derrière sur la bourse américaine. Je la traderai plus du tout. Alors, il y a toujours d'autres... c'est chiant parce que j'aimerais bien qu'on trade... c'est le plus gros marché, la bourse. Donc, j'aimerais bien qu'il ne meure pas. Mais il y a d'autres marchés. Hein. Moi, il n'y a pas de souci. Le marché, demain, il se met à dérailler complet sur les actions. Ah bah, vous allez me voir trader beaucoup plus de bons du Trésor et beaucoup plus d'obligataires. Et beaucoup plus de Forex. Puisque, évidemment, ça créera des contreparties. Mais par contre, le marché action, j'y toucherai plus. Moi, je vous l'ai dit, hein, je me fais dégommer, je me prends 20% de pertes sur les US si les actions américaines montent et qu'on va chercher des sommets historiques. La Boeing, je me suis fait stopper hier. Tesla, il suffit qu'ils remettent 3% de hausse et je suis dehors. Donc c'est aussi simple que ça. Moi, si je me fais sortir petit à petit sur les valorisations américaines et que les indices vont chercher les sommets historiques, bah écoutez, je capitule. Moi, c'est pas grave, je laisse tomber le marché. Je laisse tomber ce marché, c'est-à-dire que dans la guerre des nerfs, j'aurais perdu, mais c'est pas grave. Je peux tout à fait faire mon travail sur d'autres secteurs où effectivement. Donc voilà, on a la conclusion. Pourquoi il ne faudra pas lutter si ça monte, d'accord? Et pourquoi il ne faudra surtout pas suivre ce mouvement? Donc le suivre, c'est complètement con, hein, d'accord? Ça revient à capituler dans quelque chose que vous ne devez pas supporter, parce que ce marché ne sera plus spéculatif, il sera manipulé. C'est-à-dire qu'on ne parle pas ici d'un marché spéculatif qui cherche un équilibre, où on spécule sur la potentialité qu'un marché se retourne sur telle ou telle zone. Là, on sera manipulé par un news flow. C'est-à-dire que qui va profiter de ce truc-là? Ce n'est pas le spéculateur qui va regarder ses signaux techniques, c'est tout simplement la personne qui maîtrisera le news flow. C'est-à-dire, en gros, qui aura un avantage par rapport aux autres dans ce marché? Bah, tous les insiders, tous les gens proches de Musk, qui sera du coup le nouveau dieu vivant qui définira la capitalisation boursière de sa boîte. C'est-à-dire que sa propre volonté et son propre news flow définira ce qu'on pense comme étant la valorisation logique de l'actif. Tout à fait absolument loin des réalités financières et des réalités économiques, on sera juste dans voir jusqu'où les gens sont prêts à suivre la bêtise de Musk dans son schéma parabolique. D'accord? Même chose que Trump. Si les marchés américains se mettent à suivre le news flow de Trump alors que la réalité économique dit totalement le contraire, si le marché suit Trump, ben moi je dis bravo, bravo Trump, parce qu'il faut quand même avoir les couilles de faire ça. C'est-à-dire que là on parle du marché, on parle d'une quantité d'argent colossale. Si le mec arrive à manipuler le marché, je dis mais bravo. Alors je trouve ça, humainement parlant, en tant que personne, je trouve ça déplorable, mais en tant que spéculateur, en tant que trader, je dirais juste, mais waouh, bravo mec, au final je t'ai sous-estimé, t'es peut-être en fait un génie. Parce que arriver à faire ça, honnêtement, moi, je pense que Trump est un stupide narcissique et qu'il va payer le prix de ses bêtises et de ses rêves de narcissique, puisque c'est souvent comme ça que finissent les profils narcissiques. Même chose pour Musk, hein, je pense que tout ça finira très mal pour lui, et qui finira donc viré de sa propre boîte parce qu'il aura tellement fait le con. Mais je peux me tromper. Voilà, si ça se trouve, je peux me tromper et Trump deviendra le génie financier de la bourse des années 2020 et Musk sera le génie entrepreneurial pour avoir réussi à valoriser sa boîte alors qu'elle vaut que dalle. Donc voilà. Il y a ces deux visions du monde, vous en choisissez une, vous la suivez et vous gérez votre risque. Soyez conscient que c'est un choix 50-50, mais que vous êtes obligé de faire quelque chose. En trade, si vous tradez ces marchés, il faut avoir un biais, qu'il soit donc un scénario, et que vous ayez cette vision globale de la chose. C'est absolument nécessaire. Ayez cette perspective de marché, ayez la conscience que quoi qu'il arrive, la radicalisation est un processus qui est déjà en marche et qui ne peut pas s'arrêter autrement que par une sélection naturelle qui s'opère généralement donc par un effondrement naturel, par tout simplement le fait d'être arrivé à une limite intrinsèque de possibilités, de choses faisables au sein de
au sein de la niche. La niche, c'est une chose définie avec des murs. Soit on casse ces murs et on fait n'importe quoi, ce dont je doute, soit la niche est mature et naturellement, elle atteindra une phase critique qui fera qu'elle va nécessairement contracter sa valorisation pour opérer une sélection naturelle. La deuxième solution, je vous dis, c'est on casse les murs et c'est l'imagination parabolique qui se chargera d'effondrer le système ensuite par des systèmes totalement logiques. Voilà, toute parabole s'effondre toujours et je vous dis, donc c'est soit une sélection naturelle par une limitation de la capitalisation, une limitation des possibles, on limite le champ des possibles et naturellement la chose se comprime, ou on va chercher l'effondrement par la parabolisation des systèmes spéculatifs. Voilà. Je suis désolé, donc 1h22, je savais que j'allais déplacer, mais j'espère que cette émission vous aura plu. Honnêtement, moi je la place parmi les plus intéressantes que je vous ai données, puisque je vous ai dit, on va parler un peu moins de technique, puisque maintenant je pense que la plupart d'entre vous la maîtrisent de plus en plus dans l'application de ma stratégie. Et on va parler beaucoup plus de psychologie, là où vous avez une marge de progression quasi infinie. Et puis en plus, c'est un peu à la mode aujourd'hui de faire de la psychologie de marché. Tous les formateurs vont vous y faire. Hein. C'est-à-dire que je vous dis, c'est dans la niche de la formation dont on parlait, hein, dans ce marché de niche où donc vous avez aujourd'hui tout plein de formateurs. La nouvelle mode, c'est de faire de la psychologie. Voilà, c'est de dire aujourd'hui, oh là là, pour être le meilleur formateur, il faut absolument former à la psychologie. Donc évidemment, moi, qu'est-ce que je fais dans ce schéma-là? Comme je fais partout, hein, voilà, moi je prends mon biais de dire, je vais essayer de vous sélectionner, non pas par la bêtise et par la manipulation, mais essayer de vous sélectionner par la qualité de l'information et l'innovation. Donc c'est pour ça que j'essaye d'aborder les sujets psychologiques sous des angles légèrement différents que ceux qui sont abordés de façon massive, et pire que ça, je ne fais pas partie de ceux qui vous manipulent pour tout simplement arriver à survivre. Hein, tous les, bon, j'allais donner un nom et je ne vais pas le faire, mais voilà, vous les connaissez, voilà, tous les vendeurs de rêves que je vous ai donnés, qui vendent des formations et qui ne sont eux-mêmes pas des profils de traders. Ils n'ont pas la psychologie d'un trader, mais ils font quoi? Ils vous apprennent le trading et ils gagnent leur vie comme ça. Certains le gagnent extrêmement bien. Hein. Il y a des mecs qui gagnent 30 fois mon salaire et pourtant ils ne savent pas trader. Voilà. Donc c'est le danger du monde aujourd'hui, donc de cette niche. Et je vous dis, certaines personnes n'ont absolument aucun scrupule à vous utiliser pour gagner leur argent, pour survivre dans la petite niche de la formation boursière aujourd'hui. Voilà. C'est qu'une question d'éthique. Il y a des gens qui ont de l'éthique, mais malheureusement, il est beaucoup plus dur, historiquement parlant, ça a été prouvé, c'est plus dur au final de survivre avec de l'éthique. C'est-à-dire l'éthique est un frein, mais honnêtement, moi, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas faire autrement. C'est-à-dire que face à ça, face à la radicalisation opposée par la manipulation que je constate tous les jours. Hein, à l'époque, les vendeurs de formation qui abusaient un peu, il y en avait déjà, il y a 4-5 ans. Mais aujourd'hui, ils prennent une direction mais complètement folle. Vous me prenez mon pote de la quasi-certitude, mais c'est n'importe quoi. Si ça, c'est pas un schéma parabolique, je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est des trucs comme ça, je trouve ça complètement fou, de dire, voilà, aujourd'hui, cette radicalisation, elle est évidente, elle montre des stades de maturité carrément dangereux dans toutes ces niches, que ce soit la niche de la formation, la niche des valorisations boursières, enfin la niche de l'accessibilité à la richesse par le système financier. Parce que c'est vraiment ça en fait, c'est le fait qu'aujourd'hui beaucoup de gens pensent que la richesse ne se fait que par le marché. Ce qui est complètement con, hein. C'est l'inverse. Le marché se nourrit de la richesse créée par l'économie réelle et certainement pas l'inverse. Aujourd'hui, vous devenez riche normalement en travaillant, vous ne devenez pas riche en vous la branlant sur un siège et en espérant qu'en achetant et en vendant tel actif, vous pourrez devenir millionnaire sans vous lever le cul. C'est pas possible de faire ça, d'accord? Il y a une réalité physique qui fait que si on ne produit plus les biens mais qu'on spécule sur les biens futurement produits et que la richesse qui est créée, elle est surtout financière, c'est un truc qui se mord la queue jusqu'à ce qu'on atteigne la limite physique de la niche. Hein, voilà. Et moi, je pense qu'on est en train de l'atteindre en termes de niveau de liquidité, de niveau de valorisation, de niveau de spéculation, de risque, de volatilité. Je pense qu'on atteint des limites assez dangereuses, mais l'avenir nous dira si les murs qui entourent la niche sont suffisamment solides pour la comprimer et de la forcer à une sélection naturelle, ou comme je vous dis, ça explose et l'imagination sera notre prochain mur pour limiter les valorisations boursières et l'accessibilité, et l'ascension fulgurante de la spéculation du milieu financier, en gros de l'argent qui crée de l'argent et très peu de valeur réelle. Voilà.
Allez, bye bye, bonne journée à toutes et à tous. J'essaierai de prendre le temps de lire vos commentaires si vous en avez, parce que c'est vrai que je le fais plus trop depuis un bon moment. Et voilà. Mais allez, ça suffit.